Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. Le nouveau pouvoir exécutif se construit par petites briques. Les premiers nominés sont tous de vieux os sortis de la vieille marmite du régime Bouteflika. Au Premier ministre, Abdelmajid Tebboune installe un ancien membre du bureau politique du FLN et non moins rédacteur en chef du programme présidentiel d'Abdelaziz Bouteflika en 1999. Le nouveau Premier ministre, Abdelaziz Jarrad, était aussi membre du comité central du FLN. Le nouveau chef de l'État revisite encore une fois l'ancien staff de Bouteflika et sort du lot l'ancien ministre de la Communication Soussellel, Mohamedou Saïd Belaïd, pour en faire son porte-parole officiel. Le nouveau Premier ministre, Abdelaziz Jarrad, ne fait pas lui aussi son plat hors des ingrédients du régime. Il vient de nommer Brahim Bouzboudjen comme directeur de cabinet. L'homme était nommé en 2011 par Bouteflika au poste de président de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption. Sous le nez de cet organe trompe-l'œil, les sommes colossales sont détournées. Brahim Bouzboudjen était déjà directeur de cabinet du chef du gouvernement Ali Benflis. Non loin de cette farce du changement et de la nouvelle façade, Saïd Chingriha signe son premier discours. Nous avons traversé aux côtés de notre peuple, au cours de cette dernière période de notre histoire contemporaine, une étape sensible à travers laquelle notre pays a fait face à un dangereux complot qui visait la stabilité de l'Algérie et les fondements de l'État, ainsi que la neutralisation de ses institutions constitutionnelles pour l'entraîner dans le bourbier du chaos et de la violence, a déclaré le général-major Chingriha. Toutefois, le haut commandement de l'armée nationale populaire, qui a pris conscience de l'ampleur de ce complot, a su gérer cette phase avec sagesse et clairvoyance à travers l'accompagnement et la protection des marches pacifiques, sans qu'aucune goutte de sang ne soit versée. En sus de l'accompagnement des institutions de l'État, de manière à leur permettre d'accomplir leur mission dans les meilleures conditions, ainsi que la détermination à rester dans la légitimité constitutionnelle et à faire face à quiconque tente de porter atteinte à l'unité nationale, a-t-il ajouté. Il continue, l'armée nationale populaire a contribué aux côtés des services de la sécurité à la réussite de l'organisation d'élections présidentielles libres, honnêtes et transparentes, et à la sécurisation des processus électoraux dans un climat de quiétude et de sérénité, a poursuivi le chef d'état-major par intérim. عادت حليمة إلى عادتها القديمة. Saïd Chingriha, le chef d'état-major de l'armée par intérim, et Abdelaziz Jarrad, le Premier ministre, respectivement nommé les 23 et 28 décembre, incarnent le système rejeté par la révolution algérienne. Avec de vieux cotons, on ne fait pas de toile neuve, ni avec de mauvais fer de bonnes épées. 4 porteurs de drapeaux amazigh détenus depuis fin juin à la prison d'Al-Harrach sont sortis ce lundi 30 décembre, libres après avoir purgé 6 mois de prison ferme prononcés par le tribunal de Sidi Mohamed. Il s'agit de l'élu local RCD Semiram Soussi et de Amqran Chalal et Hadi Kishou et de Mustafa Awissi. Des dizaines de militants croupissent encore dans les prisons. Ils ont été arrêtés pour différentes raisons, des publications hostiles aux tenants du pouvoir. Certains sont condamnés pour atteinte à l'unité nationale, alors que d'autres pour atteinte au moral de l'armée. Dans un tournant historique que vit notre pays, par l'irrigation de tout un peuple pour sa liberté, les autorités de fait, illégitimes du point de vue constitutionnel, emprisonnent à tour de bras des manifestants simplement coupables d'avoir clamé haut et fort leur soif de dignité. Le régime insiste et persiste d'aller jusqu'au bout pour sa survie. Les Algériens le disent haut et fort et réitèrent leurs engagements à rester mobilisés, unis et pacifiques, coûte que coûte et jusqu'au bout. يما كتري من دعاوي ولادك راهم خارجين
يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها برا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش شعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري يا بلادي بكاو كدموع ميساج كاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا جزاير قلبي راه معمر اليوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر حرية فردية حرية جماعية كلنا مواطنين في اختلافنا محترمين لبستو برنص العار بهدلتونا مع الجناس حنايا نموتو في البحر وانتو تداويو في بلادنا اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعبي رانا حابين نعيشو كرهنا معيشة الدل كل واحد يدي حقه في بلاد قانون وعدل التربية لولادنا أساس جيل الغد ثقافة مستقلة صحافة حرة بلا سنازل اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعبي اليوم خدينا المسؤولية وخرجنا للتغيير كاع شبيبة جزائرية وكاع ناويين الخير جامل نفشو واللي صار يصير يد في اليد والله Chengrija confirme la continuité du régime, le titre de notre émission ce soir. J'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau pour en parler Saïd Aknine, militant des droits de l'homme. Saïd, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir Nassar, bonsoir aux téléspectateurs. Merci pour l'invitation. On aura aussi le plaisir d'avoir Hassan Hiraj, docteur en sciences économiques, pas arrivé encore. Salah Debbouz, avocat défenseur des droits de l'homme par Skype, via Skype, et Azdin Toumi, militant politique depuis Alger. Azdin Toumi est avec nous. On me dit, Azdin Toumi, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir mon frère Nassar, bonsoir à tous les invités et merci pour votre invitation. On aura aussi Messaoud Leftissi, ingénieur activiste politique qui a été donc qui a été en prison, qui a passé 6 mois en prison. Il nous parlera des conditions aussi et pourquoi aussi il a été condamné une deuxième fois à Skikda. Ça s'est passé jeudi. Messaoud Leftissi, je ne sais pas s'il est avec nous. Pas encore, on me dit. Saïd Aknine, je commencerai cette émission par vous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Saïd. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans cette émission. Saïd, première sortie de Saïd Chengrija après la nomination donc, du Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Quelle est votre lecture par rapport à la sortie donc, de Chengrija? Est-ce qu'on est dans cette logique de continuité? On avait
avait parlé hier, avant-hier, surtout après le décès de Gaïd Saleh. Tout d'abord, merci encore une fois, et je ne le dirai jamais assez, au digne peuple algérien qui a subjugué le monde, allant jusqu'à impulser à l'échelle planétaire un nouveau concept, à savoir la révolution du 22e siècle, c'est la silmiya. Il est vrai qu'ils vont essayer de piéger la silmiya. Il est vrai qu'ils vont essayer de mettre des bombes sur le chemin de la silmiya. Ils ne vont jamais réussir. Ce qu'est en train de faire le régime ressemble étrangement à l'oreiller de ma grand-mère. L'oreiller de ma grand-mère est composé de quoi? Dans l'oreiller de ma grand-mère, à chaque fois que nous avons un habit usé, ma grand-mère l'utilisait pour faire un oreiller. Et maintenant, on a ouvert l'oreiller et on a pris tous les habits usés. On ne peut jamais faire de l'ancien du neuf. Et croire qu'en changeant les hommes, on allait changer le système, on allait changer la méthode, le moins que je puisse dire, c'est de la naïveté politique, si ce n'est pas de la complicité, car nous avons entendu les intellectuels organiques et périphériques et l'équipe réserve politique essayer nous expliquer qu'il est fort probable qu'il fallait attendre peut-être, suite à la fraude, la fraude du siècle, attendre pour voir peut-être qu'il y a des signaux. Peut-être qu'après la nécrophilie politique, et là je m'explique, parce qu'à un certain moment on a dit pourquoi qu'il n'y aurait pas de trêve. Et les étudiants ont répondu de la belle manière, sobriété et dignité, en disant que lorsque Amirouche, lorsque Silhouès, lorsque Ben Ramadan fut assassiné, y avait-il trêve dans la guerre de libération nationale? La révolution, la seule manière de faire une trêve, et il n'y aurait pas de trêve jusqu'à la réalisation de nos rêves. C'est justement ça. C'est parce que la jeunesse algérienne s'est saisie de son rêve qu'aujourd'hui, on agite un certain nombre de questions, un chantage au chaos, l'ennemi extérieur pour se renforcer à l'intérieur et la déflagration intérieure à travers un procédé psychologique qu'on appelle la dissonance cognitive, articulée autour d'un certain nombre de points que nous allons développer tout à l'heure. Que dirait celui qui a remplacé l'ancien porte-parole et l'ancien vice-ministre de la Défense, évoluant dans un même système? Est-ce qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, il va accepter, comme le scande, et aussi, merci au peuple algérien, vous savez, tout ce que le régime détruit, tous les maux que le régime a créés dans la société, a créés dans le pays, le peuple algérien est en train de le guérir par la silmiya. Et tout ce que le régime a essayé de détruire comme mémoire, comme repère dans notre histoire, le 45e vendredi, le digne peuple algérien, ce n'est pas innocent. Ce n'est pas innocent si le digne peuple algérien a rendu hommage, a rendu encore plus vivant à Ben Ramadan et à Aït Ahmed. Le régime a tout fait. L'un, il l'a assassiné, et puis par la suite, il a menti sur son assassinat, allant jusqu'à voir certains journaux titrer qu'il était mort au champ d'honneur. Aït Ahmed, en 1963, certains journaux ont titré que le traître fut capturé. Et c'est les mêmes aujourd'hui procédés, cette même presse, ces mêmes télévisions qui يزرعون الفتنة والفتنة أشد من القتل. يزرعون الفتنة بين الجزائريين والجزائريات. Ils sèment la haine, ils sèment la discorde, ils sèment la division, ils essayent de neutraliser une région comme si on choisit où on est.
Comme si on choisit la langue qu'on parle. Mais la langue qu'on parle, si on ne fait pas d'elle une langue de transcendance horizontale et de manifestation, si on est croyant de Dieu, à travers nos gestes, à travers nos paroles, à travers nos actes, à travers nos mots, à travers nos regards. Et d'ailleurs, suite à la mort, j'avais dit une chose qui est très simple, ni exaltation, ni jubilation. Il y a des moments qui nous poussent à méditer, pour du moins ceux qui croient, à quoi elle sert notre vie. Est-ce que le jour où on va partir, nous allons prendre avec nous les richesses amassées, les diplômes que nous avons, les bibliothèques que nous pouvons avoir ou que nous avons lues? Est-ce que nous allons transporter avec nous les mensonges, le pouvoir, l'arrogance? Est-ce que nous allons prendre avec nous, est-ce que réellement nous avons été à la hauteur de la responsabilité, de cette confiance que le peuple a placée en nous? Parce que la responsabilité est un grand poids sur nos épaules. Est-ce que nous avons utilisé l'argent pour pouvoir partager? Est-ce que nous avons utilisé notre langue pour dire les bons mots? Est-ce que nous avons utilisé notre bouche pour cultiver le sourire? Est-ce que nous avons utilisé notre regard pour pouvoir regarder le beau et parler du beau? Est-ce que nous avons utilisé le pouvoir? Le pouvoir que nous avons eu pour pouvoir bâtir notre pays. Je pense que pour certains, du moins, je ne parle pas de la personne morale, je ne parle pas de la personne physique, je ne parle pas de les trois dimensions, à savoir l'âme, l'organe et aussi la personne morale. La personne morale, c'est l'histoire. Il est du devoir de tout un chacun de dire qu'à un certain moment, il y a des personnes qui avaient des responsabilités et encore plus graves. Ceux qui ont demandé la trêve, c'est eux qui ont utilisé le cercueil pour semer la discorde dans le peuple. C'est eux les nécrophiles. C'est eux qui n'ont pas honte de laisser des corps en paix. Et ce qu'ils ont fait avec plusieurs corps. Quant à Chingriha, vous pensez que le fumier va donner des fruits? Très bien. Je reviendrai à vous, Saïd. On doit prendre Salah Azzdine Toumi. On me dit que Salah Debbouz est avec nous, avocat et défenseur des droits de l'homme. Maître Salah Debbouz, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir, Allah يسلمك. Maître Debbouz, je vais revenir à vous. Azzdine Toumi, comment donc la sortie de Chingriha, qui préside sa première réunion, toujours donc dans cette logique du régime, Gaïd Salah est parti, mais son message est resté. L'Algérie a fait face à un dangereux complot, il dit Chingriha. Quelle est votre lecture, Azzdine Toumi? Tout d'abord, moi, je ne suis pas surpris de ce discours ou de cette première sortie, d'autant plus que le pouvoir en place, il joue son rôle parfaitement dès le début. Ils ont tracé, ils ont mis en place un plan qu'ils ont exécuté étape par étape. Et forcément, on l'avait dit depuis le début, que c'est un plan qui va permettre la continuité du système et puis la protection des uns et des autres. Maintenant, nous, on n'attend rien de ce pouvoir parce que il a clairement affiché sa volonté de continuer à exécuter ce plan, de continuer à imposer un plan. Et nous avons tous vu dans quelles conditions cette mascarade électorale a été organisée parce que, moi je l'avais déjà dit, si on prend le standard ou le barème dans les pays démocratiques, on ne peut pas traiter cette mascarade d'élection. Et on a vu, il n'y a eu même pas une campagne électorale pour dire qu'il y a eu des élections après ça. Donc aujourd'hui, le pouvoir, il joue son rôle. C'est à nous, le peuple, de jouer notre rôle et de prendre notre responsabilité vis-à-vis de l'histoire. C'est vrai que tout un chacun a sa responsabilité, peuple comme l'élite politique ou les intellectuels, les journalistes, chacun a sa petite responsabilité à prendre vis-à-vis de l'histoire et vis-à-vis des générations à venir. Donc aujourd'hui, la volonté est claire que le pouvoir, il va continuer à exécuter ce plan, il va continuer un passage en force
contre la volonté de tout un peuple et notre rôle, nous, c'est de continuer à nous battre, c'est de continuer à déjouer toutes ces manœuvres et de dire aussi à cette pseudo-élite, à cette pseudo-classe politique qui veulent, sous un justificatif quelconque, dire qu'aujourd'hui, que le pouvoir a la volonté d'aller vers le dialogue, d'aller vers l'apaisement et d'aller vers la démocratie. Ça, c'est un grand mensonge. Le pouvoir, il est en train de s'imposer, il est en train de mettre en place une nouvelle dictature. Ce qu'il faut dénoncer aussi, c'est cette lutte de clans qui continue à ravager de l'intérieur ce système, et de dénoncer, de dire qu'on ne veut pas qu'il y ait de répercussions de cette lutte de clans sur notre révolution. Notre révolution, elle est saine. Notre révolution, elle est basée sur le caractère pacifique, elle est basée sur l'union de tout un peuple, de toute une nation. Donc, on dit à ces personnes-là qui essayent de manipuler, qui essayent de semer la haine, de semer, de mener une campagne pour, comment dirais-je, pour semer le doute au sein de la population, pour dire que nous sommes toujours unis. Et la réponse, d'ailleurs, le dernier vendredi, malgré ce qui s'est passé dans certaines régions et certaines wilayas, mais quand même le peuple immédiatement il a réagi, ils ont compris, ils ont dénoncé ces personnes, ils ont dénoncé ces réseaux, ces petits réseaux occultes qu'utilisent le pouvoir à chaque fois pour exécuter leur plan machiavélique. Vous parlez donc des dépassements de violence qu'on a vu le vendredi passé, beaucoup parlé de Baltajia, c'est ça, Azdin Toumi? Oui, je parle de ça parce que c'est clair que le fait c'est une campagne qui a été menée simultanément dans plusieurs régions, ils ont ciblé les régions, ils ont commencé de l'extérieur, ils veulent clairement en finir avec cette révolution parce que, encore une fois, on le rappelle, pour nous, le peuple algérien, cette révolution, c'est un espoir, c'est une chance positive qui se dresse devant l'Algérie pour aller vers la démocratie, et c'est une solution pour la crise que vit notre pays, or que, de l'autre côté, le pouvoir la voit comme étant une machination, comme étant un complot, comme étant un incendie qu'il faut éteindre. Et ça, c'est toute la différence, elle est là. Donc, le fait que cette campagne a été menée simultanément, donc, c'est clair que ça a été organisé et ça a été orchestré dans le but de diviser le peuple algérien, dans le but de dresser les Algériens contre leurs frères algériens. Et d'ailleurs, on l'avait dit depuis le début, ils ont mené la même politique pour la mascarade électorale, pour dire qu'il y a des gens qui sont pour et qui sont contre. Aujourd'hui, ils sont en train d'alimenter cette idée pour dire aux gens comme quoi il y a des gens qui sont pour l'arrivée du Hirak, il y a des gens qui sont contre le Hirak, et ça c'est dangereux. Non seulement pas pour notre révolution, mais c'est dangereux pour l'Algérie, et que ce pouvoir sache que toutes ces manœuvres, elles vont encore plus dans le sens de renforcer, de donner de l'élan, de donner de la force et de donner de la détermination pour le peuple algérien. Très bien, restez avec nous. Azdin Toumi, Salah Debbouz, je reviens à vous. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Maître Debbouz, donc beaucoup avaient parlé après la nomination par intérim de Saïd Chingriha que peut-être il prendra une autre direction que celle de Gaïd Salah, mais on voit aujourd'hui dans son discours, donc sa première sortie, qui confirme donc la continuité de la logique du système, d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous en pensez, Salah Debbouz? Alors, rebonsoir, et c'est moi qui vous remercie. Je vous salue, vous, vos invités et tous les téléspectateurs. Écoutez, on ne peut pas être naïf. Un régime militaire, il est fait comme ça, il ne peut pas être fait autrement.
Un régime militaire, c'est un régime dictatorial. Nous, en Algérie, c'est toujours le chef d'état-major qui détient les vrais pouvoirs. Rappelez-vous, en 1962, c'était Boumediene qui avait nommé Ben Bella, qui l'avait destitué, qui avait pris le pouvoir. Ensuite, c'est toujours le président de la République qui détient le portefeuille du ministre de la Défense, qui est le super chef d'état-major. Chedli avait nommé Nzar et on sait très bien comment a été destitué Nzar. C'est sur Chedli, comment il a été destitué sur ordre. C'était carrément un ordre de Nzar, qui était le véritable détenteur de la décision. Et puis on a bien vu comment a été liquidé Boudiaf, qui n'avait pas d'autorité sur l'armée. Donc on ne peut pas s'attendre de la part d'un régime militaire une autre orientation que la dictature. Pourquoi? Parce qu'un militaire, il est formé dans la logique d'attaquer un ennemi, d'élaborer une stratégie pour détruire l'ennemi et pour contrôler la situation. Ils étudient, pour ceux qui font des études, ils étudient ça. Ce n'est pas l'école militaire ne forme pas le développement, la gestion sociale. Elle forme pour la guerre. Et donc les militaires, ils ont besoin d'un ennemi, ils ont besoin d'abattre l'ennemi. Et comme il n'y a pas d'ennemi, eh ben c'est le peuple qui est l'ennemi parce que c'est le peuple qui est obstacle. C'est pour ça que Gaïd Salah, comme Chingriha, comme celui qui va venir après Chingriha, et comme tous les militaires qui vont détenir le pouvoir en Algérie, ils ont besoin, c'est des gens qui sont formés dans cette logique. Ils ont besoin d'un ennemi. Ils ont besoin de développer une stratégie pour détruire l'ennemi. Et l'ennemi pour un militaire, c'est celui qui lui pose problème. Le militaire, il n'est pas formé pour construire et pour dialoguer et pour gérer la société. Le militaire, il est formé pour déterminer un ennemi, développer une stratégie pour l'abattre, pour le détruire. Et donc c'est pour ça que vous trouvez dans le jargon des militaires des mots comme complot, grand complot, ennemi, intérieur, extérieur, etc. etc. Et lui aussi, il a parlé dans son discours d'un dangereux complot qu'on a fait face à l'Algérie. C'est un discours militaire. Un militaire ne peut pas vous dire un dialogue profond, même s'il le dit, il le dit subsidiairement parce qu'il y a des gens qui lui conseillent de dire ça. C'est tout. Un militaire, son dialogue, son langage, son dialecte, d'abord sa vision des choses, c'est moi et l'ennemi. Alors, il y a moi, il y a l'ennemi, il y a le traître. Pour un militaire, il y a trois positions. Il y a le militaire, il y a son ennemi, il y a un traître. Il n'y a pas autre chose que ça. Alors, celui qui pose problème à l'armée, c'est l'ennemi. Maintenant, aujourd'hui, c'est le peuple. Et il appelle le peuple ennemi, il appelle complot, ce que fait le peuple, complot. Et comme c'est tout le peuple, il appelle ça un grand complot. Maître Salah Debou, je vais juste citer ce qu'il a dit exactement et j'aimerais après entendre votre réponse. Il a parlé de l'ampleur de ce complot, a suggéré, il parle de l'armée, a suggéré cette phase avec sagesse et clairvoyance à travers l'accompagnement et la protection des marches pacifiques, sans qu'aucune goutte de sang ne soit versée. C'est tout à fait normal qu'il dise ça. Pourquoi ? Parce qu'un militaire, il est censé tuer, il est censé verser du sang. Maintenant, la stratégie qu'adopte l'armée face à ce que le peuple veut changer, c'est une stratégie très prudente. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas verser le sang, mais c'est parce qu'il y a des tribunaux internationaux. Et le crédit qu'avait l'armée algérienne est épuisé par rapport au respect des droits humains. Ils sont dans le collimateur. Il faut savoir que ceux qui dirigent aujourd'hui, peut-être que ce n'était pas eux qui ont donné les ordres pour commettre des massacres pendant les années 90, à côté de ce que faisait le terrorisme. De toute façon, nous avons des militaires qui témoignent de ça.
Alors, ceux qui sont aujourd'hui aux commandes, c'était eux qui dirigeaient les opérations. En tout cas, ils étaient chefs de l'armée de terre et chefs de beaucoup de sections. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas. Et donc, la répression, au lieu que ça soit par des armes directes, c'est comme une guerre froide. C'est une guerre qu'ils appellent eux, c'est-à-dire, vous voyez, ils disent, maintenant les militaires, ils nous disent, regardez, on peut vous tuer, mais on ne vous tue pas, on vous frappe et on vous blesse. On peut vous mettre en prison, mais on ne vous met pas en prison. On vous fait des arrestations, on vous met dans des détentions provisoires, et on est clément avec vous. C'est-à-dire, on ne fait pas le pire, mais on fait le mauvais. C'est mieux pour vous. Donc, ça, c'est un langage militaire. Ils ne savent pas, ils ne peuvent pas comprendre qu'une société se gère autrement que par la répression. C'est-à-dire, il y a pour les militaires, il y a leur volonté, il faut qu'ils trouvent un moyen pour obliger les gens à ne pas résister à leur volonté. Très bien. Mais Maître Salah Debbouze, ceux qui vont critiquer ce que vous êtes en train de dire vont vous dire que maintenant il y a Abdelmajid Tebboune qui est président de la République, et un Premier ministre qui s'appelle Abdelaziz Jarrad, et qu'on est en train de mettre en place un gouvernement pour gérer donc le pays et aller à ce changement qui est donc demandé par le peuple algérien. Mais écoutez, ce qui est clair, c'est que le pouvoir, c'est un pouvoir militaire. Autrement, on n'aurait pas droit à un discours de Chingriha. Pourquoi Chingriha nous parle? S'il y a un président de la République, Chingriha, pourquoi il met sa casquette, il prend tous les généraux devant lui, et pourquoi il nous adresse un discours à nous? Il est chef d'état-major, il s'occupe des frontières, il ne s'occupe pas de la politique. Pourquoi il nous parle d'un complot? C'est pas lui. S'il y avait vraiment un pouvoir civil. Maintenant, il est clair que cette armée qui ne s'est jamais retirée de la politique, la preuve, c'est quand Bouteflika a été démis de ses fonctions, disons qu'il a démissionné, ce n'est pas un civil, comme le prévoit la Constitution, qui a pris le pouvoir, c'est un militaire qui n'a, dans la Constitution algérienne, vous ne trouvez jamais le mot chef d'état-major ou ministre de la Défense qui aurait, ou même ni vice-ministre de la Défense, ni ministre de la Défense, ni chef d'état-major, ni l'état-major. Ils n'ont aucune prérogative dans la Constitution pour gérer la chose publique. Pourquoi Gaïd Saleh a exercé les fonctions non seulement du président de la République, mais même les fonctions législatives et les fonctions judiciaires, il les avait exercées directement, il donnait des ordres il condamnait les gens dans son discours avant qu'il passe en justice. Il disait que Borga a commis un crime, c'est la justice qui va le mettre en prison. Avant que, jusqu'à présent, Borga n'a pas été jugé. Alors que dans la tête de Gaïd Saleh, il était coupable. Donc Gaïd Saleh, comme Chingriha aujourd'hui, il détient tous les pouvoirs. Pas seulement, il faut se détromper. Avant, on disait que voilà, ils influencent le président. Aujourd'hui, nous avons la preuve que le chef d'état-major, en réalité, détient tous les pouvoirs. Vous savez, il y a une vidéo, Khaled Nazar a parlé de l'histoire de l'époque où il n'y avait pas de président, etc., et où il était, lui, ministre de la Défense. Il disait, on m'a ramené un dossier, comme quoi il y a des gens qui ont volé de l'argent. Quand j'ai étudié, j'ai trouvé que ce n'était pas des sommes énormes. Et donc, j'ai donné ordre à ne pas qu'ils soient traduits en justice. Parce que s'ils étaient traduits en justice et que la justice les reconnaissait coupables de vol, ils seront traités de voleurs. Et moi, je ne voulais pas qu'ils soient traités de voleurs. Donc, Khaled Nazar, en sa qualité de ministre de la Défense, s'est donné les prérogatives de juger un acte hors la loi. Il trouvait ça pas suffisant pour condamner quelqu'un d'avoir volé parce qu'il n'avait pas assez volé. Et ça vous donne une idée comment qu'un chef d'état-major détient tous les prérogatives. Très bien. Le 19 juin 2019, Gaïd Saleh avait créé une loi comme quoi le port du drapeau amazigh était interdit. Nous avons encore son discours où il disait
dorénavant, aucun drapeau, à part le drapeau national, ne peut être brandi. Et j'ai donné ordre aux policiers d'arrêter ceux qui peuvent porter un Très autre bien, drapeau. très bien. Restez avec nous, Maître Salah Debbouz, parce que mon invité prochain, c'est Messoud Leftissi, qui a été condamné pour avoir porté donc ce drapeau amazigh. Messoud Leftissi, ingénieur, activiste politique, merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Merci infiniment. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci à Al-Magharibiya de tout le soutien qu'elle nous a apporté. Yatik Saha, Messoud Leftissi, on est très content que vous soyez libre, bien sûr, mais vous êtes condamné aussi une deuxième fois, très étonnant et choquant, Messoud Leftissi, par le tribunal de Skikda, un an de prison requis contre vous. Qu'est-ce qui se passe, Messoud Leftissi? Oui, effectivement. Donc, en fait, je suis content le fait de recevoir aujourd'hui également mes collègues de cellule qui ont purgé donc leur peine, mais toujours il y a une condamnation contre le port de l'emblème amazigh, chose qui n'est pas acceptable. J'étais condamné pour une deuxième affaire à Skikda et qui date au 4 mars, là où j'ai posté sur mon profil Facebook un appel, donc, ou bien une opinion personnelle que la manière la plus efficace pour se débarrasser de ce système, ainsi à cette époque le 5e mandat de Bouteflika, c'était d'entamer une grève générale et puis une désobéissance civile. Et ce sont deux manières de protestation pacifique. J'étais condamné avec un chef d'inculpation d'incitation à un attroupement armé, et le procureur de la République avait requis contre moi une année de prison ferme. J'entends le verdict ce jeudi, le 2 janvier, Inch'Allah. Inch'Allah. Messoud Leftissi, donc vous avez parlé des 4 personnes qui ont été libérées aujourd'hui, donc après avoir purgé donc la période de 6 mois en prison. Donc il y avait Samir Msoussi, Amqran Cha'lal, El Hadi Kishou et Mustafa Awissi. On est très content bien sûr qu'ils soient libres, mais bien sûr beaucoup de questions sur cette justice et sur ces condamnations, Messoud Leftissi. Donc la justice dans les pays qui se respectent et les États de droit, elle a pour mission principale de garantir et protéger les droits et libertés de leurs concitoyens. Mais malheureusement, chez nous, elle était toujours et elle est encore au service des plus forts et au détriment des plus faibles. C'est ce qui s'est passé effectivement. On était arrêtés et puis injustement incarcérés, sans aucune raison, sans qu'on commette même pas une infraction à la loi. C'était juste pour des conflits idéologiques, parce que même le discours qui a été diffusé sur les chaînes publiques, il a été diffusé un certain 19 juin. Et donc c'est une allusion au 19 juin 1965, là où le fameux putsch militaire a été entamé contre les civils en Algérie. Donc voilà, ce qui confirme encore une fois qu'il s'agit d'un conflit traditionnel, idéologique, contre l'autre, qui est différent d'eux en matière idéologique, culturelle ou même linguistique. Voilà, donc nous étions incarcérés pendant 6 mois, juste parce que nous avons brandi un étendard à travers lequel nous avons affirmé le contenu culturel de notre algérianité. Et personnellement, je l'ai dit à la juge lors de ma comparution, que je n'ai pas besoin d'une loi, ni d'un texte de loi, qui me permet de brandir ou pas l'étendard amazigh. Je le ferai toujours parce que affirmer le contenu culturel, être fier de mon identité, ne nécessite pas une loi donc pour le faire. Et la règle fondamentale dans tous les pays qui se respectent, une loi pour qu'elle soit appliquée, elle doit être acceptée. Donc ce genre de loi, pour moi, ne sont pas acceptées par la population et en tant que telle, je ne suis pas censé de les respecter. Voilà. Donc, Messoud Leftissi, vous êtes en train de dire que vous allez le faire encore une autre fois. Absolument, je l'ai fait déjà, je l'ai fait aujourd'hui à Béjaïa, je l'ai brandi, je vais le brandir partout. Donc ça nécessite même pas une hésitation. Très bien. Ceux qui disaient, Messoud Leftissi, vous avez affaire donc à cette justice et vous dites que c'était une injustice. Ceux qui disaient que la justice est libérée, elle est indépendante, elle fait plus partie de cette Isaba. Est-ce que vous pensez qu'on est dans cette logique? Absolument pas, parce qu'il s'agit d'une guerre de clans. La justice en Algérie n'a jamais été indépendante. Pour qu'elle soit indépendante, il y a, à mon avis, 2 éléments essentiels. Le premier, c'est la morale des juges eux-mêmes.
parce que nous sommes devant des juges qui sont devenus autoserviteurs. Même pas les autorités, même pas les généraux qui les appellent par téléphone. Ils sont devenus auto-serviteurs. Et ça, ils nous ont prouvé qu'ils sont le produit pur de ce système. Le deuxième élément, c'est le cadre juridique. La Constitution ne permet pas une justice indépendante en Algérie. Le Conseil suprême de la magistrature, il est présidé par le président de la République. Et le vice-président, c'est le ministre de la Justice. Donc ce Conseil qui est censé désigner les juges et veiller sur toutes les charges sociales ou juridique des juges algériens est soumis au dictat du président et à l'exécutif. Donc il ne pourra pas être indépendant uniquement, il pourra être indépendant à travers une constituante souveraine en Algérie qui va redéfinir encore une fois les missions de chaque institution, qui va redéfinir les prérogatives de chaque instance nationale et puis voilà, réécrire de nouveau une constitution qui sépare entre les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, et puis qui diminuera les prérogatives du président de la République. Très bien. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, M. Saoud Leftissi. Je vous remercie d'abord pour votre temps. Mais dernière question, s'il vous plaît, je vais me permettre. M. Saoud Leftissi, demain, donc c'est le 45e mardi de marche pour les étudiants. Et on voit très bien cette jeunesse qui est au cœur, et ces étudiants qui sont au cœur de cette révolution du sourire qui a ébloui le monde entier. Comment vous voyez l'évolution des choses dans les semaines à venir? Beaucoup parlaient que cette révolution allait s'essouffler, mais au contraire, elle est en train de prendre de l'ampleur, elle est en train de dire qu'on ne va pas revenir en arrière et qu'on marchera jusqu'à l'aboutissement de nos revendications. Tout à fait, oui, merci pour la question. Justement, demain, le mardi, ce sera le premier mardi que je vais marcher, donc depuis que j'ai purgé ma peine au sein de la prison d'Al-Harash, et je vais la marcher à Béjaïa. J'aurai cet honneur de participer à cette marche à Béjaïa. Donc voilà, l'étudiant est l'axe principal et le noyau de ce mouvement populaire pluriel. Pourquoi? Parce que dans toute l'histoire de tous les mouvements libérateurs ou de toutes les révolutions, la révolution, pour qu'elle puisse aboutir à ses objectifs, elle doit être radicalisée. Pas dans le sens de l'action, mais dans le sens des idées. Radicalisée, ça veut dire un mouvement qui réclame la rupture avec ce système. Et si ce mouvement sera radicalisé avec la présence d'une élite politique, à ce moment-là, le pouvoir sera dans la difficulté, il sera en face à un contre-pouvoir très puissant. Et à ce moment-là, il sera dans l'obligation de céder. Mais dans le cas où ce mouvement sera radicalisé sans la présence de ce noyau, de cette élite politique, à ce moment-là, il va dévier vers la violence. C'est ce que veut le pouvoir, justement, en incarcérant l'élite politique, en empêchant cette élite de se réunir ou de s'associer. Justement, les étudiants, maintenant, ils sont devant un défi à relever, un défi majeur de pouvoir, justement, s'associer, de pouvoir débattre et discuter les idées et préparer une feuille de route très claire entre eux, au sein du Hirak même, et non pas en dialoguant avec le pouvoir. Le seul dialogue qu'on peut entamer avec le pouvoir, c'est son départ. Voilà. Très bien. M. Leftissi, le pouvoir a utilisé beaucoup la carte de la division. Vous avez dit que vous allez marcher à Béjaïa et vous êtes vous-même d'origine de Skikda. Qu'est-ce que vous avez à dire pour les Algériens pour ne pas tomber donc, dans ce qui sait faire le régime, la division et la haine? Exactement. Justement, le pouvoir, depuis 1961, il n'a pas cessé de nous gouverner au nom de la division. Mais quoi qu'il fasse, quoi qu'il nous a gouverné au nom de la division, nous le combattons toujours au nom de l'union. Et ça ne sera pas justement seulement un slogan, mais ce sera une pratique sur le terrain. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple algérien, que ce pouvoir qui a adopté depuis l'indépendance, le concept jacobin dans la gouvernance des affaires du pays, un concept basé sur l'idéologie unique, le parti unique, et la langue unique, la culture unique, la pensée unique. Et maintenant, il considère justement toute différence, qu'elle soit idéologique, linguistique ou culturelle, comme une menace qui veut ruiner son système. C'est la raison pour laquelle il nous a incarcérés, il nous a arrêtés juste parce que nous avons brandi un étendard à mesure qui confirme la diversité culturelle de notre pays. Donc il faut faire très attention.
par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours, ce qu'on appelle les Baltazirs, ces truands qui se sont attaqués aux manifestants pacifiques, je lance un appel à tous les avocats qui sont impliqués dans le mouvement populaire, dans cette révolution, de prendre cette mission, de mettre l'État devant sa responsabilité. Il faut réclamer, il faut déposer plainte à toute personne qui ose justement agresser un manifestant pacifique pour mettre l'État et ce pouvoir justement devant ses responsabilités. Merci beaucoup, M. Saoud Leftissi. Yatik Saha. Merci d'avoir accordé donc ce temps pour Al-Magharibiya. On vous remercie, on vous souhaite une très bonne continuation. M. Saoud Leftissi, ingénieur activiste politique, qui a purgé 6 mois de prison pour avoir brandi l'emblème Amazir. Hassan Hirash nous a rejoint, docteur en sciences économiques, très content de vous avoir. C'est Hassan, marhaba bik. Merci beaucoup pour l'invitation. Désolé pour les grèves qui aujourd'hui paralysent la circulation parisienne. En tous les cas, on en a souffert aussi dans d'autres émissions avec beaucoup d'invités, mais on est très content de vous avoir, c'est Hassan. Merci. C'est Hassan. Si on revient un peu donc, sur le discours de Chengueriha, son premier discours, qui marque donc de cette continuité du même discours qu'avait Gaïd Saleh avant son départ. C'est malheureusement le changement dans la continuité, comme ça a été dit à plusieurs reprises ici sur vos antennes. Et nous assistons à une espèce d'immobilisme institutionnel du côté du pouvoir, alors que la société est bouillonnante, la société est pleine de projets, la société propose un avenir beaucoup plus joyeux, beaucoup plus prospère, etc., avec des ouvertures. Et malheureusement, nous avons affaire à un pouvoir militaire, tout simplement. Donc ce pouvoir militaire, chacun sait aujourd'hui, parce que ce n'était pas le cas il y a tout simplement 10 mois, 1 an, chacun sait aujourd'hui que cette armée tient le pouvoir depuis l'assassinat de Abban Ramban. D'ailleurs, le peuple algérien l'a rappelé avec force, oui, il a rendu un hommage absolument vibrant à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, etc. Ce qui démontre que la jeunesse algérienne se réapproprie à la fois l'histoire pour s'en servir de source et de ressources pour le présent et pour l'avenir. Donc, nous ne sommes pas étonnés que Chengueriha soit dans la continuité du chemin de Gaïd Salah. En fait, c'est tout simplement un de ses lieutenants, un de ses pairs. Et donc, malheureusement, l'Algérie est entre la main d'un certain nombre de généraux. Je ne dis pas tous les généraux, je ne dis pas tous les officiers, je ne dis pas tous les militaires, évidemment, parce que je sais pertinemment qu'il y a un certain nombre de cadres de l'armée qui sont absolument scandalisés pour ce qui se passe aujourd'hui, à savoir qu'un certain nombre de membres de l'état-major, comme disent les Algériens, les décideurs, les généraux décideurs, sont en train d'obstruer l'avenir des jeunes Algériens. C'est-à-dire que autant le Hirak, qui n'a pas de moyens matériels, qui n'a pas d'administration, qui n'a pas d'armée, qui n'a pas de police, etc., mais a des valeurs. Le Hirak a des valeurs. Le Hirak a le peuple de son côté. Et autant le pouvoir actuel a des moyens, l'administration, l'armée, la police, l'argent propre et l'argent sale, et malheureusement n'a pas les valeurs, et n'a pas le peuple de son côté. Donc, le Hirak, il ne veut pas d'un bras de fer. Et d'ailleurs, on voit très bien que les menaces viennent toujours du même côté, viennent toujours du chef de l'état-major, mais à chaque fois que des menaces sont préférées, que des soi-disant complots, etc., sont ourdis quelque part, etc., le Hirak qui est transparent. Et qu'est-ce qu'il propose? Il propose un changement radical dans l'intérêt de l'Algérie, dans l'intérêt du pays. Il propose tout simplement qu'il y ait un système démocratique, c'est-à-dire tout simplement séparation des pouvoirs, comme ça a été dit brillamment par Messaoud Leftissi, qui lui est un cadre justement du Hirak. Le Hirak a ses représentants. C'est les Leftissi, c'est les Messoussi, c'est les Boumala, c'est les Tabou, c'est Bourgaa.
etc., etc., ceux qui malheureusement ont été fauchés par le pouvoir en place. Donc, face aux menaces du pouvoir militaire, le Hirak répond par le pacifisme, répond par la sérénité, répond par des projets, répond par des ouvertures. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation exactement comme celle qu'a vécue l'Union soviétique. À force de résister, à force d'empêcher Gorbatchev d'aller vers justement l'ouverture vers des réformes, vers la démocratisation des institutions, vers des relations apaisées avec les pays satellites, etc., vers le voisinage, à force d'obstruer toutes ces voies d'ouverture, eh bien, il y a eu éclatement. Donc aujourd'hui, l'Algérie est dans une situation géopolitique extrêmement grave. Nous savons très bien que ce qui se passe. Est-ce qu'on risque un éclatement, vous voulez dire? Il y a toujours un risque d'éclatement quand on n'écoute pas son peuple. On a vu ce qui s'est passé en Irak. C'est parce que Saddam Hussein n'a pas écouté son peuple qu'il y a eu éclatement. On l'a vu en Syrie. Bachar Assad n'a pas écouté son peuple, ça a abouti à l'éclatement. La Libye, c'est pareil, l'Égypte, c'est pareil. Mais est-ce que vous pensez que ce n'est pas contre-productif, Hassan Hiresh, quand vous dites ça, parce que le régime aussi utilise donc cette carte. Il dit, regardez ce qui se passe par exemple en Libye, et qu'on a vu des campagnes, par exemple, dans les réseaux sociaux ces derniers jours, parler du danger de Libye, qu'il fallait donc que les Algériens se mettent autour de leur chef et de leur président et de s'unir face à ce danger. Est-ce que vous pensez que ce genre d'analyse n'est pas contre-productif? Alors que les Algériens, on entendait ça, Hassan Hiresh, avant le 5e mandat, avec Abdelaziz Bouteflika, où Yahya qui est sorti, qui a dit qu'il ne faut pas oublier ce qui se passe en Syrie, il ne faut pas oublier ce qui se passe en Libye. Les Algériens sont sortis, ça fait 10 mois, en millions, et rien ne s'est passé. Au contraire, on est devenu un modèle pour le monde entier. Nasser, vous faites bien d'évoquer ces événements-là, ces discours-là, etc., parce que c'est une situation extrêmement sensible. Vous savez, à partir du moment où le pouvoir estime que c'est à la société de se mettre au service de ce pouvoir, et non pas le pouvoir au service de la société, il y a effectivement un danger. Le danger, c'est quand un peuple, justement, ne reconnaît pas ses dirigeants. Et c'est le cas aujourd'hui. Le peuple algérien ne reconnaît pas ses dirigeants. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, à chaque fois, à chaque étape où il était possible de changer de cap, il y a eu, malheureusement, un pouvoir qui s'est arc-bouté à ses privilèges, qui est resté dans l'immobilisme, alors que toute une société est dans l'innovation sociale, l'innovation politique, l'innovation économique, etc., etc. Donc, on est dans une situation où deux plaques tectoniques sont complètement en contradiction. Elles sont en train, justement, de se cogner les unes les autres. Une pacifiquement et l'autre avec force, avec violence. Violence multiforme. Violence, on l'a vu avec la police, avec les arrestations, l'emprisonnement, l'utilisation de la justice, etc., etc. C'est une violence multiforme. Et puis, un Hirak depuis 10 mois qui encaisse les coups et qui dit « je reste quand même silmiya. Ce que je veux, c'est Dawla Madaniya Machi Askaria ». Cet extraordinaire mouvement, cette patience, cette lucidité, cette conscience de travailler pour l'avenir de l'Algérie, pour les enfants, les petits-enfants, pour l'Algérie de 2030, 2050, etc., etc. Cette conscience-là, le pouvoir militaire ne l'a malheureusement pas. Il nous parle de complot. Qu'ils nous disent de quel complot il s'agit. Si c'est un complot interne, qu'on sache quels sont les acteurs. Est-ce que le Hirak est un complot? Voilà. Si c'est un complot externe, qu'ils nous disent exactement quels sont les ennemis des Algériens, pour qu'on sache, et c'est
à l'armée d'être au service du peuple et non pas au peuple d'être au service de l'armée. Parce que quand un peuple choisit ses dirigeants dans un système démocratique, ben les institutions se renforcent et le pays est inattaquable. Le pays ne peut pas être vulnérable. Les pays vulnérables, ce sont ceux, malheureusement, qui sont régis par un système antidémocratique, un système dont les moyens sont la violence, l'argent sale, les magouilles, le trafic des élections, etc., etc. L'Algérie serait forte si on laisse le peuple algérien décider de son destin. Nous voulons, les Algériens veulent une armée forte. Et pour qu'il y ait une armée forte, il faut qu'elle s'occupe des choses militaires. Dans son cadre constitutionnel. Voilà, il faut qu'elle s'occupe des affaires militaires et non des affaires politiques. À partir du moment où il s'est occupé des affaires politiques, on a abouti à quoi? On a abouti à des assassinats politiques, à la marginalisation des cadres comme Hossein Ahmed, comme plein de gens. On a abouti à l'assassinat d'un président de la République devant une télévision. On a assisté à l'emprisonnement des jeunes et des moins jeunes, y compris d'un commandant qui est une figure emblématique de la révolution algérienne, en la personne du commandant Bourga. On a abouti à des magouilles de toutes sortes, à un parti unique, à une fausse ouverture, etc., etc. Donc, Nasser, je crois qu'aujourd'hui, le peuple algérien a des revendications absolument claires. Nous voulons une armée forte, mais dans ses casernes, dans ses QG, avec des moyens modernes, etc., mais qui ne s'occupe pas de politique. Et moins elle s'occupera de politique, plus elle sera une... Vous savez, les États-Unis possèdent l'armée la plus puissante du monde. Et la loi fait qu'elle obéit entièrement au pouvoir civil, à l'exécutif et à ce que décide le Sénat. Jamais les officiers de l'armée américaine n'ont pris une décision ni politique, ni stratégique. Ils servent seulement de conseillers militaires à ceux qui détiennent le pouvoir politique. Donc l'armée la plus puissante de la planète, elle est aussi puissante parce qu'elle ne s'occupe pas de la politique. Très bien. Saïda Kenine, je reviens à vous. Est-ce que vous pensez, quand il dit Hassan Hiresh, qu'il y a danger d'éclatement, est-ce que vous pensez que on est face à une logique contradictoire et je peux comprendre l'analyse de Hassan Hiresh, un régime qui est là, qui ne veut pas partir, qui veut donc se refaire une façade, mais toujours dans la continuité, mais aussi de l'autre côté, cette révolution et un peuple qui dit qu'on ne pourra jamais revenir en arrière et qu'on arrivera à notre destination. C'est le vrai changement du système. Je crois que la Silmiya répond à la question que vous posez. Cette nation naissante, tous les mots créés par le régime, ajoutant à cela, il y a deux cheminements différents, historiques, anthropologiques, deux exemples différents. L'Union soviétique n'est pas l'Algérie. Et donner comme exemple l'éclatement de l'Union soviétique et le transposer à l'Algérie, me semble-t-il, c'est contre-productif par rapport à ce que est aujourd'hui la force de l'Algérie. Parce que la force de l'Algérie, ce n'est pas le commandement militaire. La force de l'Algérie aujourd'hui, c'est ce peuple, la Silmiya, qu'on vit le monde entier. Parce qu'une armée, c'est quoi une armée au-delà de la logistique? Quand il dit Chingriha accompagné, l'accompagnement, et quand il dit il n'y avait pas eu de sang, il ne nous a pas accordé une faveur. Nous le payons pour ça. Nous le payons pour ça, pour justement assurer la sécurité des citoyens et de l'intégrité du territoire. Il ne nous a pas accordé de faveur. Mais accompagner, c'est l'application, c'est-à-dire sur le plan politique. Vous voyez, la logique militaire, c'est celle qui parle de l'arme et du sang. Mais la logique politique, c'est celle qui parle de l'article 7 et de l'article 8. C'est très simple. Ce n'est pas si compliqué que ça.
Accompagner, c'est l'application de l'article 7 et 8 et ne pas jouer l'entrelopette de bas étage et faire un passage en force avec l'article 102 et par la suite nous imposer par une entourloupe de parrain et de larbin, un larbin qui n'est même pas l'ombre de lui-même, qui n'est même pas epsilon. Que représente-t-il? Et s'il représentait quelque chose? Aujourd'hui, c'est lui qui y aurait parlé. Sinon, comme avait dit tout à l'heure Hassan, complot. Complot, c'est un mot valise. C'est comme l'Izaba, c'est un mot valise. On peut tout mettre dedans, on peut mettre tout et rien. Que veulent dire ces mots? Et le plus grand complot contre l'Algérie, c'est le commandement militaire qui veut nous imposer des illégitimités. Le plus grand complot contre l'Algérie, c'est ceux qui ont envoyé les Beltadjia. Le plus grand complot contre l'Algérie, c'est ceux qui ont permis à ce que les avions d'autres pays, à ce que le ciel, le domaine aérien soit violé par d'autres puissances sans pour autant avoir l'aval du peuple algérien. Le complot contre le pays, c'est quand on voit que dans un certain nombre de pays, on n'exploite pas le gaz de schiste, mais on vient chez nous, on l'exploite. Le complot contre le pays, c'est la fragilisation des institutions qui ne sont pas légitimes et que le pouvoir est en dehors des institutions anciennes en mafia. Et ce n'est pas nous qui le disons aujourd'hui. Quand on voit leur procès en sorcellerie et l'adal al-intiqamiyya, cette vengeance, au moins nous avons à apprendre une chose, qu'avec les chiffres qui donnent le tournis, ce n'est pas nous qui le disons. Avant, quand c'est nous simplement qui le disions, on nous disait, mais attendez, vous exagérez. Aujourd'hui, c'est eux qui le disent. Ça, c'est la fragilisation des institutions. Et quand les institutions sont fragiles, et justement, ça expose le pays vers un certain nombre de dangers. Mais le plus grand danger aujourd'hui, c'est le commandement militaire, ce n'est pas le peuple. Ajoutant à cela, c'est quoi le danger aujourd'hui? On va nous dire la Libye, le danger? Il est vrai qu'il y a un risque, mais il n'est pas imminent. Pourquoi? Parce que nous avons la Silmia. Nous avons le peuple algérien. L'institution militaire, elle doit rester tranquille. Elle doit être aux frontières. Elle n'a pas à surveiller un peuple ou à faire face à un peuple violent qui casse les institutions. Au contraire, la Silmia, elle donne de la sérénité à l'institution militaire, pas au commandement. Parce que le commandement, elle le gêne. Dans quel sens? Parce que la Silmia, elle nous dit Madaniya Machi Askariya. Et Madaniya Machi Askariya, la philosophie de cette phrase, non pas simplement du militaire, la séparation du politique et du militaire, mais aussi par rapport à nous, par rapport à la société, accepter l'autre avis, accepter la diversité, accepter à ce qu'on diverge, construire dans cette justement mosaïque. C'est aussi ça, hein, c'est-à-dire s'en débarrasser de l'esprit militaire. Ce ne veut pas se dire qu'il n'y a que moi qui dis vrai et qu'il n'y a que moi qui dis vrai. Sinon, moi, ce qui m'a le plus choqué dans ce discours de Chingria, c'est cette phrase. À ce titre, je tiens à rappeler sincèrement et franchement que pour moi, les critères pour prétendre aux fonctions, aux postes et à toute autre responsabilité, quelle qu'elle soit, leur importance sont la vénération du travail, qui constitue la clé du succès, en plus de la compétence, la capacité du sérieux, l'intégrité, et là on arrive à ce qui détermine l'état d'esprit du commandement militaire. Le dévouement à l'armée et à la patrie. On ne met pas la patrie avant l'armée? Une erreur sémantique et une phrase tactique. C'est le retour à l'article 120. Et pire que cela, pour prétendre aux responsabilités, il faut dire... Il faut être esclave du commandement militaire. Voici ce qu'ils veulent. C'est pour cette raison que nous avons dit que nous, il y a une dérive fasciste. Il y a une dérive fasciste. Et dans tout ça, il y a un peuple qui crée. Il y a un peuple dans la non-violence qui trace les grandes lignes. Et d'ailleurs, demain, c'est le poumon de la révolution. Nos yeux vont s'exprimer.
Et ce n'est pas un pur hasard. Vous voyez, même les dates sont avec le peuple. Le 1er novembre, c'était un vendredi. Le 5 juillet, c'était un vendredi. Le 8 mars, c'était un vendredi. Le jour de l'assassinat d'Aban Ramadan, c'est un vendredi. Et le jour de l'assassinat de Khidr, c'était un vendredi. Vous voyez comment que le hasard est avec le peuple algérien. Et demain, le peuple algérien, je suis sûr, certains, les jeunes, les étudiants, vont encore une fois rendre justice à Khidr qui fut assassiné par ce régime, comme ils l'ont fait avec Aban Ramadan. Et comme ils l'ont fait aussi avec Aït Ahmed, que le système a tout fait pour l'assassiner politiquement. Très bien, restez avec nous. Vous voulez rebondir, Hassan Hirash, non? Très rapidement, parce que j'ai Vraiment en 2 mots. C'est-à-dire le mot principal qu'utilise l'armée contre le peuple, c'est de parler de complot. Or, un complot, c'est quoi? C'est tout simplement préparer un certain nombre de choses de façon secrète. C'est manigancer à l'insu des journalistes, à l'insu du peuple, etc. Or, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Nous avons vu comment, tout simplement, Tebboune a été choisi parmi 5 personnes qui ont été désignées. On a vu comment une partie de l'état-major a choisi Mihoubi, puis finalement à la dernière minute c'est Tebboune, ensuite c'est Tebboune à Mihoubi, etc. Et on a abouti à la désignation de Tebboune et arrestation de quelques officiaux qui avaient l'option Mihoubi. C'est ça justement le complot. C'est manigancer en secret à l'insu des institutions, à l'insu des peuples, etc. Est-ce que le Hirak, est-ce que le peuple fait des complots? Toutes ces actions sont transparentes. C'est les manifestations du vendredi, les manifestations du mardi que nous allons tenir, qui vont se poursuivre, parce que c'est ça notre force. C'est ça qui aboutira tôt ou tard au changement et tôt ou tard au fait que tous ces gens-là qui malheureusement gouvernent par la force, tous ces gens-là vont être balayés comme leurs pères ont été balayés. Comme une partie de la Saba est aujourd'hui en prison, il n'y a aucune raison que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Voilà. Très bien, restez avec nous, Hassan Hirash. Azdine Toumi, je reviens à vous. Azdine Toumi, quand on voit donc après la nomination ou la désignation, comme ils le disent beaucoup, de Abdelmajid Tebboune comme président de la République, il a parlé de dialogue qui peut-être il y aurait des signes d'apaisement, mais on est en train de voir le contraire. La nomination du Premier ministre Abdelaziz Jarrad, qui était si on peut dire, qui faisait partie du programme de Bouteflika en 99, qui était proche de Ali Ben Felice. On est en train de voir que la direction c'est la même et que la seule réponse de la révolution, c'est de continuer à mettre la pression. Azdine Toumi? La question, elle m'était adressée, Nassar, je n'ai pas entendu, je suis désolé. Oui, c'est à vous la question, Azdine Toumi. La répéter, j'ai raté la première partie. Ah, très bien. Donc, après la désignation de Abdelmajid Tebboune, beaucoup parlaient d'une main tendue et de dialogue. Il nous a parlé de dialogue. Il y avait aussi des voix qui s'élevaient qui disaient que peut-être il y aurait des signes d'apaisement. Mais on a vu le contraire. On a vu des désignations des personnes qui étaient proches du système. Et on parle du recyclage, d'une nouvelle façade, mais du même régime. Est-ce que vous pensez que la révolution, le peuple algérien a le choix, mais seulement de continuer donc cette révolution pour mettre la pression à un vrai changement? Effectivement, ça on l'a dit à plusieurs reprises et à plusieurs occasions. Mais à la base, le président n'a pas de légitimité populaire. C'est un président qui est venu après une mascarade électorale. Il n'y a pas eu d'élection. Il n'a pas eu la confiance du peuple algérien. Donc, dès lors,
eux, ils sont en train de faire le forcing sur tous les plans pour imposer des personnes, mais en tout cas, tout ce plan permettra à ce même système de se maintenir, et même quand on parle des deux partis politiques qui étaient largement impliqués dans les mandats de Bouteflika, notamment le FLN et le RND, moi aujourd'hui, je ne qualifie pas ces deux partis de partis politiques. C'est une sorte de réseau qui s'entremêlent. C'est vrai, chacun a un niveau bien déterminé, mais c'est des réseaux que le pouvoir utilise et auxquels il fait appel à chaque fois. Et rappelez-vous, où sont passées les voix du FLN et du RND dans les dernières élections? Et c'est quand le pouvoir décide de donner favori un candidat, donc il met en activité ces deux réseaux et d'autres réseaux aussi. Mais c'est toujours dans cette logique. Donc, pour le peuple aujourd'hui, il n'y a qu'un seul chemin qui peut le mener vers sa libération. Si le chemin, c'est son propre chemin, c'est ses propres actions, je l'ai dit à plusieurs reprises, il ne faut rien attendre des autres, ni des étrangers, ni de ce pouvoir. Il faut voir de près, il faut parler de notre révolution, des choses positives de notre révolution. Aujourd'hui, c'est une révolution qui a pu se maintenir avec toutes les manipulations du pouvoir pendant 10 mois. Nous sommes tous ensemble. Aujourd'hui, il y a des marches partout, de l'ouest au sud et au centre de l'Algérie. Aujourd'hui, il y a combien d'intellectuels, combien de journalistes, combien d'hommes politiques, combien de jeunes, combien de compétences, des étudiants, d'universitaires qui sont en train de marcher chaque vendredi, chaque mardi. C'est ça la force de notre révolution. C'est cette détermination, c'est cette diversité. Et je le redis encore, d'une région à une autre, il n'y a pas de différence, mais il y a une diversité dans la manière de militer, dans la manière de répondre, dans la manière d'apporter, de porter des actions, de mener des actions d'une région à une autre, mais ça ne signifie pas qu'il y a une démobilisation d'une région, il y a d'une partie de la société algérienne. Bien au contraire, c'est complémentaire. Toutes ces actions, elles sont complémentaires et il faut continuer dans ce caractère pacifique, il est important, et dans l'unité nationale. Et il ne faut pas s'attendre à quelque chose de ce pouvoir qui est en train de mener l'Algérie vers le maintien de ce système. Aujourd'hui, Karim Tabou, il est en prison. Moutahid Lakhbar Bourga, il est en prison. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont porté l'emblème Amazigh et qui sont en prison. Aujourd'hui, il y a Fodil, il y a Samir qui sont en prison. Peut-on s'attendre à quelque chose de positif d'un pouvoir pareil qui maintient des gens, des moudjahids, des militants qui ont dit leur avis, qui ont donné leur avis, qui se sont opposés à un plan? Ils ne se sont pas opposés à deux personnes. Encore une fois, il faut qu'on se sorte de cette logique de personnaliser la crise algérienne. La crise algérienne, c'est une crise du système, c'est une crise politique qui est généralisée. Ce n'est pas une personne, les personnes, elles viennent, elles partent, et nous sommes pour le changement profond et radical de ce système, parce que moi, personnellement, je suis convaincu qu'on ne peut pas construire un État fort, un grand pays, une grande nation, sans qu'il y ait la démocratie. La démocratie, c'est l'axe central de nos revendications. Donc, il ne faut pas qu'on se laisse mener par le pouvoir dans des revendications légitimes, certes, importantes, certes aussi, mais qui sont, disons, qui sont à la marge de des questions centrales qui sont la démocratie, l'état de droit, les libertés et la justice indépendante. Donc, mes pensées à la veille de la nouvelle année vont vers mon cher ami Karim Tabou, vont vers tous les autres détenus qui sont encore en prison, qui ont donné leur temps, ils ont donné leur liberté pour cette révolution, pour que l'Algérie survive à cette crise. Donc, et je partage aussi la joie des détenus
qui ont purgé leur peine et qui ont rejoint leur famille ces derniers jours, notamment aujourd'hui et cette semaine, et que le combat continue. Merci, merci Azdine Toumi, que le combat continue. Salah Dabbouz, je reviens à vous. Azdine Toumi dit que le combat continue, mais il y a un vrai challenge qui attend les Algériens aussi, certes, qui se sont comportés comme un exemple face au monde avec ces marches pacifiques, leur unité et aussi l'intelligence dans ces slogans. Comment vous voyez les choses? On est à la veille donc, de ce 45e mardi, donc les marches estudiantines qui ont fait aussi cette force de cette révolution. Comment vous voyez les choses évoluer, Salah Dabbouz? Écoutez, moi, vous me permettez de dire deux choses. D'abord, je partage l'avis de Hirsch, qu'il y a un risque d'éclatement. Mais je rassure de l'autre côté. Et nous avons qu'à prendre les exemples. Tous les régimes qui se sont effondrés, tout seuls, ils ont produit des guerres civiles. Tous les régimes que le peuple a obligés au changement, il n'y a pas eu de guerre civile. Donc, la seule garantie. Alors, le postulat est très simple. Ce régime est périmé. Il est en train de s'effondrer. S'il s'effondre tout seul, nous allons avoir une guerre civile, c'est certain. Si nous rentrons chez nous et qu'on laisse ce régime tomber, on va être perdu. Si nous obligeons et si nous faisons le changement nous-mêmes, c'est-à-dire aujourd'hui la seule garantie qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas d'effondrement de société, c'est que le peuple change le régime comme il le veut. Et c'est le seul, à mon sens, c'est le seul moyen pour ne pas qu'il y ait de violence. Donc, regardez la Libye. Gheddafi s'est effondré et la Libye sombre dans l'incertitude. Regardez l'Égypte. Regardez l'Irak. C'est la même chose. C'est la personne qui tient le pouvoir qui empêche la société de procéder à son changement. Quand il s'effondre, c'est le chaos. Mais regardez la Tunisie. C'est le peuple qui est sorti, qui a obligé le régime à partir, qui a su reconstruire. Mais Salah Dabbouz, les Algériens, je vous ai dit qu'il y avait des slogans très intelligents. Ils ont cette expérience des années 90 qu'on a vécu tous et qu'ils savent très bien. Ils ont montré l'exemple, comment gérer donc, cette période de transition. Parce que ce qu'ils demandent, c'est une période de transition. Ce n'est pas l'effondrement de l'État algérien ni des institutions de l'Algérie. Ils étaient très clairs et on veut une période de transition qui mettra l'Algérie debout une autre fois sur des valeurs et des principes solides. Mais moi, je vois la chose différemment. Je vois la chose de l'autre côté. C'est-à-dire, au lieu que le régime ne fasse peur, il faudrait qu'on prenne conscience. Moi, c'est une remarque que je donne. Si on c'est clair que ce régime arrive à ses limites. Il est périmé, il ne peut rien faire. Il ne propose pas de solution. Il est en train de s'effondrer. Regardez la bagarre les bagarres rangées entre les généraux. Ça ne se cache plus. On met des généraux en prison, on fait des coups d'État. En pleine action électorale, il y a un groupe de généraux qui veut se retourner contre un groupe. C'est-à-dire que ce régime, il est en train de s'effondrer. Maintenant, si nous, le peuple, rentrons chez nous et qu'on laisse ce régime s'effondrer, on va se perdre. Si nous, on reste dehors et nous avons notre élite, nous avons d'autres propositions, il y a plein de compétences à l'intérieur et à l'extérieur de l'Algérie. Si on réussit à faire partir ce régime, on va construire. Maintenant, bien sûr que nous avons l'expérience, pas seulement des années 90, nous avons l'expérience depuis 1962 ou même depuis 1957. Le peuple algérien a tout compris. Ce n'est pas un pouvoir militaire qu'il nous faut, ce n'est pas par la violence qu'on va construire notre pays, c'est par des institutions, c'est par ramener des compétences, c'est par une organisation institutionnelle
moderne, avec des valeurs modernes, qu'on peut gérer notre société, dont la diversité, etc. Ça, c'est tout le peuple qui l'a compris. Nous sommes patients, nous sommes en train de faire entendre notre voix à ce régime qui est en train de se débattre pour s'en sortir de la crise du régime. L'Algérie n'est pas en crise. Le peuple algérien n'est pas en crise. C'est le régime qui est en crise. Le peuple algérien s'est libéré. En février 2019, on a été libéré. On est devenu libre. Maintenant, le régime est dans un coin. Il est en train de faire n'importe quoi pour renouveler sa peau. Il est en train de... Le discours de Chengriha aujourd'hui, quand il dit le dévouement à l'armée, c'est-à-dire il dit aux gens qui sont dans l'opposition, il faudrait, comme on dit en arabe, il faudrait dire qu'on vous reconnaît pour que je vous accepte. Il pense encore dans sa tête qu'il y a des gens qui veulent bénéficier des avantages illégitimes de ce pouvoir. Il y a beaucoup de gens que je connais, moi, dans le peuple, dans l'élite, si vous voulez, qui ne sont même pas intéressés par une responsabilité, ils ne veulent pas le comprendre. Personnellement, moi, ce que je revendique, c'est un droit de choix des dirigeants. Je ne suis, personnellement, je parle de moi, je ne suis même pas intéressé par une petite responsabilité, quelle qu'elle soit. Je revendique, comme beaucoup de citoyens, le droit de choisir les dirigeants qui doivent prendre des responsabilités. Très bien. En d'autres thèmes... Je ne comprends pas ça. En d'autres termes, Maître Salah Debbouz, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, je dois donner un peu de temps pour Hassan Hirish et Saïd Dakinine pour finir cette émission. Très rapidement, Salah Debbouz, est-ce que vous êtes en train de dire qu'on est face à un danger si les Algériens ne continuent pas dans cet élan ou dans cette révolution pour un vrai changement? C'est ça ce que vous êtes en train de dire? Tout à fait. C'est-à-dire aujourd'hui, le changement, ce n'est pas une option, ce n'est pas un plus qu'on veut, c'est une obligation. Si le peuple ne fait pas le changement, n'impose pas le changement, n'oblige pas l'armée à rentrer dans la caserne, il n'impose pas un changement selon des règles de fonctionnement d'un État moderne. Je résume ça comme ça. Si le peuple fait marche arrière, il rentre chez lui, et s'il laisse ce régime s'effondrer, c'est un risque énorme que nous encourons. Je pense, à mon sens, le seul salut que peut avoir aujourd'hui ce peuple, c'est de construire son pays, ses institutions comme il l'entend. Autrement, écoutez, la souveraineté appartient à celui qui décide du régime. C'est-à-dire, si c'est le peuple qui décide du régime, eh bien, il aura reconquis sa souveraineté. Si c'est l'armée qui décide, elle aura dérobé la souveraineté. Très bien. Si c'est une puissance étrangère qui décide pour l'Algérie, ça sera cette puissance étrangère qui va dérober aussi cette souveraineté au peuple. Alors nous avons un seul choix, c'est de garder notre souveraineté, de remettre l'ordre dans cet État et de reconstruire selon des valeurs qui unissent tous les Algériens. Sinon, on va courir énormément des risques énormes et on sera devant un avenir incertain. Merci Salah Debbouz, Maître Debbouz, avocat défenseur des droits de l'homme. Merci d'être avec nous. Yatik Saha. Dernier mot, Hassan Hirish, qu'est-ce que vous en pensez de la situation, de l'analyse de Salah Debbouz? Certes, qui a seulement un choix, d'après lui, c'est donc la continuité de cette révolution et de ne pas faire marche arrière jusqu'à l'accomplissement de ces revendications. L'analyse de Maître Salah Debbouz est une analyse absolument lucide. C'est un éclaireur, c'est un avertissement et c'est quelqu'un qui mérite véritablement de diriger l'Algérie. Il fait partie des hommes
comme Tabou, comme Bourga'a, comme plein d'autres, qui peuvent diriger l'Algérie de façon sereine et faire de l'Algérie un grand pays. Donc je suis entièrement d'accord que dès lors que l'armée est au pouvoir et qu'elle maintient le pouvoir, quelle que soit la volonté du peuple, le pays arrive à l'effondrement. Nous sommes en fait dans la répétition historique. 1956, 1957, vous aviez en Algérie, d'un côté à Ben Ramdan, pour la lutte de libération nationale, qui prenait déjà à l'époque, c'était un véritable visionnaire, primauté du civil sur le militaire. En même temps, le Parlement français votait les pleins pouvoirs à l'armée. En votant les pleins pouvoirs à l'armée, qu'est-ce qui s'est passé? La guerre s'est poursuivie, les tortures se sont poursuivies, les assassinats politiques se sont suivis, les exécutions sommaires se sont poursuivies, l'écrasement du peuple algérien se sont suivis. Malheureusement, l'armée algérienne n'a pas pris la leçon d'Aban Ramdan, elle a pris la leçon du Parlement français qui a donné les pleins pouvoirs à l'armée. Et c'est extrêmement dangereux. Je répète, à la suite de ce qu'a dit et répété Salah Dabbous à plusieurs reprises, et j'en fais mienne évidemment cette idée, que malheureusement, ce sont les armées au pouvoir qui ont conduit à l'éclatement de l'Irak, de la Syrie, de l'Égypte, du Soudan, du Venezuela, de la Libye, etc., etc. L'armée d'un pays doit être forte. Pour qu'elle soit forte, il faut qu'elle s'occupe du problème de l'armement, de la formation, des transmissions, de l'espionnage, du contre-espionnage, de la sécurité intérieure, de la sécurité extérieure, etc. Mais elle ne doit pas s'occuper de politique. Très bien. Parce que s'occuper de politique, c'est affaiblir les forces armées. Aujourd'hui, ce que demande le peuple algérien, c'est la démocratisation du pays. Il faut que l'Algérien, partout où il est, au niveau local, au niveau régional, au niveau national, il faut qu'il soit copilote de son avion et non plus simple passager comme ça a été le cas depuis 1962. Nous appelons l'armée à la raison. Nous ne sommes pas contre l'armée. Nous sommes pour une armée forte. Et pour qu'elle soit forte, il ne faut plus qu'elle rentre dans ces magouilles politiciennes de clan contre un autre, etc., etc. Nous voulons qu'elle forme les jeunes. Nous voulons qu'elle nous dise que cela sera l'armée en 2030 pour surveiller 7200 kilomètres de frontières. Et c'est ça qui parle. Pendant que le Maroc est instable, la Libye est instable, le Mali est instable, etc., nous avons des problèmes au niveau du Sahel, au niveau de la Méditerranée, etc. La globalisation, la mondialisation doit faire de l'Algérie un pays puissant. Puissant militairement, puissant économiquement, et ce n'est possible qu'avec la démocratie. Il faut donc que la lutte continue, que les Algériens continuent dans la rue à réclamer ce qu'elle a toujours réclamé. Demain, c'est mardi. Les étudiants seront dans la rue pour lancer un message au général Chengriha. Et vendredi prochain, dimanche prochain, moi personnellement, dimanche prochain, je serai dans la rue à Place de la République à Paris. Très bien. Pour lancer ce message. Merci Hassan Hiraj. Dernier mot, Saïd Akni. Plusieurs raisons d'espérer. La première, c'est que le peuple algérien s'est réapproprié la rue, s'est réapproprié la parole, s'est réapproprié la date de l'histoire, les lieux de mémoire, la cohésion nationale, l'union, la fraternité. Aujourd'hui, parler d'éclatement, c'est de rajouter à la peur de la peur. J'aimerais bien dire éclatement sur quelle base? Spatiale? Ethnique? Anthropologique? Non, la silmia, le problème, c'est du Venezuela. La silmia, elle a guéri les maux que le régime, les divisions. La silmia est agissante et puissante et le peuple algérien, il y tient. Aujourd'hui, effectivement, l'armée, et c'est un impératif de l'instant, c'est même une exigence historique, c'est même de la raison. Elle doit soustraire de la chose politique. Il est vrai que le peuple algérien va impulser cette dynamique. La crise du régime n'est pas la crise du peuple. Il est vrai que le régime se débat.
Il est vrai que le régime est dans une impasse. Le peuple algérien, il crée. Le peuple algérien, il chante. Le peuple algérien, il espère. Le peuple algérien, il bâtit. Le peuple algérien, il est heureux. Le peuple algérien, il n'a plus peur. Le peuple algérien, il est l'espoir contre le régime et le désespoir. Le peuple algérien est l'avenir contre le régime et le passé. Le peuple algérien est la vie contre le régime et la mort. Le peuple algérien est résistance contre le régime et amorphe. Le peuple algérien est un printemps contre le régime et l'hiver. Le peuple algérien, c'est l'avenir. Le peuple algérien, il a subjugué le monde entier. Le peuple algérien, il est devenu une référence, un modèle. Il a impulsé une dynamique. Le peuple algérien, il n'y a aucun risque aujourd'hui pour le peuple algérien. Et aussi, l'intégrité territoriale. C'est le peuple algérien. Ce n'est pas le commandement militaire. Et l'institution appartient au peuple algérien. Ce n'est pas les enfants de tel ou tel qui ont amassé des fortunes qui vont y aller faire face. Mais aujourd'hui, moi, personnellement, si l'Algérie est menacée, je vais faire comme a fait mon oncle, plus jeune, condamné à mort de la guerre de libération nationale. Je vais défendre l'Algérie, tout comme la majorité, la quasi-totalité des Algériens. Donc, Algérie sourit. Algérie n'est plus peur. Algérie soit comme un printemps, car tu as une jeunesse, tu as un peuple, tu as un avenir. Merci, Saïd Aknini. Un petit mot, Hassan Hirj, un petit peu parce qu'on me dit qu'on doit clore cette... Oui, oui. C'est la militarisation de la Rhénanie qui a poussé l'Allemagne à se militariser et à lancer la guerre que tout le monde connaît et vraiment à l'effondrement de l'Allemagne et la division de l'Allemagne. C'est la Stasi, les services secrets militaires qui ont divisé l'Allemagne en Est et en Ouest, et c'est la politique, c'est la Silmia qui a réuni les deux Allemagnes. Donc ce que nous disons, c'est qu'un régime militaire, où qu'il soit, que ce soit en Amérique du Sud, on l'a vu, dans l'Union soviétique, on a vu, partout, c'est l'armée et les services militaires qui ont conduit les pays à l'éclatement, et ça a toujours été les peuples et la démocratie qui ont conduit à l'unité nationale et à la sauvegarde nationale. Hassan Hirj, merci d'être avec nous, docteur en sciences économiques. Merci à Saïd Aknine, militant des droits de l'homme. Merci aussi à Maître Saleh Debbouz, avocat défenseur des droits de l'homme. Merci à Azdin Toumi, militant politique. Et merci à Massoud Delftissi, ingénieur, activiste politique. Un grand coucou pour les détenus qui ont été libérés aujourd'hui. On parle de Samira Senoussi. Il y avait 4 détenus. On leur passe bien sûr un très grand bonjour. Et aussi un grand bonjour pour les détenus qui sont toujours en prison. On leur souhaite bien sûr beaucoup de courage, beaucoup de santé et la détermination du peuple algérien qui est derrière eux. Ya'tikoum saha wa bqaw ala khair. Merci Nassar.